Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Billet pour les Assises, un film radiophonique de Guy Rother, d'après le roman de Jean Matisse et Guy Rother, avec Marcel André dans le rôle du commissaire, Georges Chamara de la Comédie Française dans le rôle de Théo Barladoc et Robert Marcy dans le rôle de Fernand, et Jean Bollot, Geneviève Morel, Jacques Berger et Sylvie Degnaud. Bruitage Jean Berriac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Réalisation Pierre Billard. Comment voulez-vous maintenant que je vive dans cette maison? Mon pauvre monsieur Théo. Elles étaient là. Courage, monsieur. Oh, courage. Mais toutes les deux. Toutes les deux. C'est pas Dieu possible. Ah, voilà, monsieur le commissaire. Par ici, docteur. En bref, aucun doute possible. Eh bien, je vous remercie, docteur. Mais en principe, pour l'une comme pour l'autre, le décès remonte à 48 heures environ. Oui, mais avec l'espoir de les classer. Chronologiquement? Oui. Oh, mon cher, alors là, la bouteille à l'encre. Vous pouvez d'ores et déjà les considérer comme péris ensemble. Ah oui. À moins, bien entendu, que le génie de l'investigateur... Si le vôtre me manque... Oh, je suis tranquille. Allez, au revoir, commissaire. Oui, au revoir. Mon rapport demain matin. Oui, parfait. Merci, docteur. Non, laissez-moi. Non, restez tranquille, monsieur Théo. Non, je veux les voir encore. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Monsieur le commissaire, c'est monsieur Théo. Eh bien, Clément. Monsieur le commissaire, monsieur arrive de Roubaix un instant. Monsieur le commissaire. Oui, qui est-ce, Clément? Le frère et l'oncle des victimes. Ah. Monsieur Théophile Barladoc, monsieur le commissaire. Ils vivaient tous les trois ensemble, monsieur le commissaire. Mais il était donc présent? Non, puisqu'il descend du train de Roubaix. C'est la concierge, monsieur le commissaire, qui est entrée avec lui. Oui, j'avais compris. Madame la concierge, Oui. commissaire fils. Monsieur le commissaire, forcément, quand je l'ai vu qui revenait sans savoir, je me suis précipité pour amortir. Votre devoir, madame. Oh, mon Dieu. Monsieur, mais qu'est-ce que je vais devenir? Hélas, monsieur, la mort, la vie... Oh, je peux pas croire. Je peux pas. Oui, mais je vous interrogerai plus tard, monsieur Barladoc. Par ici, Clément. Alors? Eh bien, c'est la concierge qui les a découvertes. Un lundi matin, au 16 de la rue Monnier, il n'y a pas grand monde encore dans l'immeuble. Elle a porté son courrier, elle commence toujours par ici, au rez-de-chaussée. Elle a sonné une première fois, pas de réponse. Elle ne s'est pas d'abord étonnée, elle a fait ses étages, et puis, en redescendant, elle a ressonné. Toujours rien. Elle a insisté. Bon, attendez, on va la faire venir, hein, puisqu'elle est là. Madame... Oui. Madame Lurette. Oui, monsieur le commissaire. Merci, madame Lurette, de votre initiative. Elle nous a rendu service. Mais c'est ce que je devais. Il y a la manière. Voudriez-vous nous résumer un peu les faits? C'est-à-dire... Oui, le commissaire en est au moment où vous avez insisté en sonnant et ressonnant chez les Filter. Continuez. J'ai pas seulement sonné, j'ai tambouriné tant que j'ai pu, et j'ai appelé Madame Filter, Mademoiselle Yvonne, à ameuter tout le quartier. Mais pourquoi insistiez-vous tant? Je trouvais un peu curieux qu'elles ne répondent pas. Je les avais pas vues, alors... Oui, depuis quand? Samedi soir, vers 6h. Ah oui, je comprends. Finalement, avec Mademoiselle Françoise, la petite bonne, on est passé par le service. Oui, il y a un passage souterrain, monsieur le commissaire. Oui, je sais, entre le hall d'entrée et la petite cour de service. Ah, c'est ça. Et sur cette cour, la fenêtre de Madame Filter donne directement. Oui, alors? Justement, le côté de la loggia était ouvert. Et c'est là qu'on l'a vue. Madame Filter, d'abord? Madame Suzanne, oui.
On voyait que le haut du corps, elle était tombée près du lit. Oui, pour la petite. Mademoiselle Yvonne, sa chambre était à la suite vers la salle à manger. On n'a plus qu'appeler. Bien sûr qu'elle pouvait pas répondre, la pauvre. C'est alors que... Oui, c'est alors qu'elle a téléphoné, monsieur le commissaire. Bon, je verrai tout à l'heure, Madame Lurette. Alors, je peux retourner chez moi? C'est ça. Je passerai vous voir à votre loge. Merci, madame. Messieurs. Bon, alors Clément, résumons. Nous avons les victimes. Oui, Suzanne Filter, 40 ans, la mère. Et Yvonne Filter, la fille, 25 ans. Mais dites donc, elle l'a eu un peu jeune, non? C'est que ce n'est pas sa fille, monsieur le commissaire. C'est sa belle-fille. Sa belle-fille? Oui. Yvonne était la belle-fille de Suzanne Filter, qui l'avait d'ailleurs adoptée. Son mari, monsieur Filter, décédé, avait eu Yvonne d'un premier mariage. Ah, bon. Alors, l'inconsolable d'à côté. Théophile Barladoc est le frère de madame Filter, née Barladoc. Il est directeur d'usine à Roubaix, une usine de textile dont le premier mari de Suzanne Filter était directeur. Oui, je vois, une affaire de famille, en somme. Dites donc, la sœur devait y avoir des intérêts. Possible. Oui, alors, première des choses, des papiers. Entendu. Testament ou autre. Attention, Clément. Notez, monsieur. Oui, j'ai comme une idée que l'affaire se présente mal. Remarquez, en enjambant la fenêtre, j'ai peut-être suivi la voie du meurtre. Emprunter le chemin du meurtrier. On peut le supposer. Vous enjambez la fenêtre, vous tuez la mère gentiment, un coup léger sur la tempe, vous forcez la porte de communication entre les deux chambres, vous tuez la fille sauvagement. Ah oui, un coup de sonnet d'après les premières constatations. Je n'ai pas vu le rapport du médecin légiste. Mais vous le verrez demain. En tout cas, ce serait en effet très simple. Mais le contraire est là, à notre portée. Comment ça? Oui, supposez que vous soyez là, vous êtes entré comme tout le monde par la porte. En sonnant, vous faites le salon, vous passez dans la salle à manger, vous vous glissez chez la fille, vous l'assassinez comme il est dit, vous forcez la porte de communication. Aucun sens précis ne nous est indiqué. On a pu aussi bien tirer que pousser sur cette porte. Comment est la serrure? Forcé. Alors vous tuez la mère, comme il est dit, et vous enjambez la fenêtre, et nous n'avons plus qu'à nous poser des questions. Des questions sur le mobile, sur le suspect possible, et sur un point important, que le Toubib ne peut même pas nous préciser, à savoir laquelle des deux femmes est morte la première. Autrement dit? Autrement dit, pour l'instant, mon petit Clément, ces deux femmes-là ne sont et ne doivent être pour nous que des comorientes. Littéralement, péris ensemble. Traduction exacte. Bon, je passe chez la concierge. Vous continuez un moment ici, et vous me prenez en passant. Et monsieur Barladoc? Convoquez-le pour cet après-midi au bureau. Oui, il n'est pas en état. Moi, je file chez la concierge. Alors, Madame Lurette, vous remettez-vous un peu? N'en parlez pas, monsieur le commissaire. Si je m'en remets, j'en ai pour un moment, vous pensez? Mon Dieu, une chose aussi affreuse. Des dames si gentilles, si bonnes. On s'entendait bien, vous savez. Ces deux femmes vivaient avec monsieur Barladoc? Oui. Quand monsieur Filter est mort, il y a 6 ans, monsieur Théo et madame Suzanne avec mademoiselle Yvonne sont venus habiter ici. Oui. Et tout ce monde-là s'entendait bien? Très bien. On pouvait croire vraiment que monsieur Théo avait pris la place de monsieur Filter auprès de sa nièce, auprès de mademoiselle Yvonne. Il était aux petits soins pour elle. Il la conduisait le matin à sa clinique. Quoi? Il s'est toujours occupé d'elle. Mais c'était pourtant pas sa vraie nièce. Non, bien sûr, mais elle lui était rien. Seulement, il l'avait connue toute petite, n'est-ce pas? Elle était comme l'enfant de sa sœur. Vous me parliez d'une clinique? Oui, elle était infirmière, mademoiselle Yvonne. Et une bonne infirmière, même. L'adresse de la clinique? 24 rue des Feuillants, à la clinique des Roses. Oui, bon, vous permettez? Moi, je vous en prie. Il s'agissait d'une fille sérieuse? Tout ce qui est plus sérieux. Oui. Pas de sortie tard le soir, non? De petits flirts? Rien que du sérieux, monsieur le commissaire. Ah, bon. Et ce sérieux s'appelle? Fernand Bodin, monsieur le commissaire. 38 rue Ballande, à Clamart. Oui, il travaille avec elle. Un employé de la clinique? Infirmier. Et un infirmier épatant, monsieur le commissaire. Oui, 38 rue Ballande, hein? Oui, à Clamart, oui. Bon. Mais pourquoi disiez-vous que c'était du sérieux? Parce que la famille le recevait. Madame Filter voyait ça d'un bon oeil? Ça, plus que monsieur Théo, faut bien le dire. Monsieur Barladoc n'était pas d'accord? C'est pas... Monsieur Théo, il trouvait que c'était pas le genre de la famille, quoi. Bon.
Justement, voilà Clément. Écoutez, je vous remercie, Madame Lurette, je vous reverrai. Mais tant que vous voulez, monsieur le commissaire. Je quitte pas la loge, bien entendu. Quelque chose, Clément? Oui. Intéressant. Bon, allez-y, Clément. Monsieur le commissaire, nous sommes à la tête de 2 testaments. Pourquoi pas? Nous allons pouvoir jouer au petit papier. Tenez, les voilà. Celui de Suzanne Filter. Oui, pas vu celui-là. Certes, plus que celui-ci, monsieur le commissaire. Celui d'Yvonne Clairoy Filter. À son âge, elle avait fait un testament. Développé, Clément, développé. Et voilà le plus intéressant. Monsieur Barladoc venait juste de me confier que la petite voyait souvent... Mais un certain Bodin, je sais. De Clamart, et après? Après, c'est tout, quoi. Le testament, c'est lui. Hein? Yvonne a institué Fernand Bodin Son légataire universel. Mais pour lui laisser quoi? Tous ses biens. Lesquels? Des biens inexistants? D'accord. Mais, vous le savez, sa mère adoptive, elle, détenait la moitié des parts de l'usine. Alors la petite aurait escompté une proche disparition? Elle ne se serait pas tellement trompée. Et naturellement, le testament de Suzanne laisse tout à Yvonne. Joliment accroché. Et il nous manque évidemment la preuve chronologique des 2 décès. Vous y êtes, mon petit Clément. Article 722. Si ceux qui ont péri ensemble étaient de même sexe, c'est la présomption de survie naturelle qui doit être admise. Exact. En langage courant, la plus jeune est présumée avoir survécu. Et dans le cas présent, c'est Yvonne qui hérite. Et par voie de conséquence, le prétendant Fernand Bodin hérite le tout. Il ne va pas s'embêter, dites donc. Non, non plus. Nous avons du travail en perspective. Vous, Clément, vous filez au bureau. Bien, monsieur. Oui. Quant à moi, j'ai un petit tour à faire du côté de Clamart. Je respecte infiniment votre émotion, monsieur Bodin. Auriez-vous cependant une minute pour me répondre? Je suppose que si vous êtes venu jusqu'à Clamart... Certes. Voyons, vous connaissiez bien les dames Filter? C'est-à-dire, oui. Yvonne? Avec qui vous travailliez à la clinique des Ronges, je crois. Nous assurions le même service. Elle chez les femmes et moi chez les hommes. Vos relations? On se voyait, quoi. En dehors du service? Oui. Écoutez, ne mâchons pas les mots, il faudra aller assez vite. Elle voulait tant se marier. Et vous? Ça ne vous regarde pas. Dites-moi, la petite fille que j'ai vue jouer sur le palier tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la vôtre? Si, qu'est-ce que vous croyez? Voilà. Et la mère de cet enfant? En Sana depuis des années. Mais que voulez-vous savoir à la fin? Que voulez-vous? Qui a tué, tout simplement. Et c'est ici que vous vous imaginez que... Oh, si c'est ça, vous perdez votre temps. Vous la voyez souvent, Yvonne? Yvonne, je la voyais tout le temps. Quand, pour la dernière fois? Hier. Vraiment? Oh mon Dieu, non. Avant hier, naturellement. D'ailleurs, hier, c'était son jour de repos. Je l'ai raccompagnée. Elle avait déjeuné à la cantine pour rester un peu plus longtemps avec moi. Vous faisait-elle part de ses projets? Ça ne me cachait rien. Vous n'ignoriez pas qu'elle avait fait un testament? Non. Vous l'ignoriez? Mais non, elle me l'avait dit. Enfin, pourquoi un testament? Elle craignait donc quelque chose? Elle était restée très enfant. Et moi, je crois que c'était tout simplement pour elle une manière d'exprimer son affection que de mettre comme ça mon nom sur un acte officiel. Vous savez que vous êtes son légataire universel? Oui. Vous le saviez? Oui. Un jour, elle m'a lâché ça d'un coup. Mais d'ailleurs, ça signifie quoi? Légataire universel, puisqu'elle avait rien. Oui, elle, bien sûr. Mais Madame Filter, vous héritez, c'est bien, également. Pour ça, non, c'est une autre affaire. Je vous demande pardon de vous contredire. Vous héritez aussi indirectement les biens de Suzanne Filter. Comment? Notamment ses parts dans l'usine de textile dont vous devenez ainsi le second propriétaire. Moi? Mais... Comment ça? Je comprends pas. Mais, puisque nous sommes en présence de... Enfin, nous avons découvert les corps de Suzanne Filter et d'Yvonne Clairbois Filter. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait à Yvonne? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Non, monsieur Bodin, il est impossible dans l'état actuel de déterminer... Et on m'annonce ça, comme ça. Vous voilà en train de me disséquer dans l'état où je suis. Alors, voyons, calmez-vous, Fernand Bodin. À quoi sert d'élever la voix maintenant? Mais, enfin...
s'est-il passé? Ouais, je ne peux entrer dans des détails pénibles. Pour nous, le fait qu'elle vous ait institué légataire... Mais ça m'est égal, ça m'est égal. Ce qui m'importait, c'était elle, vous comprenez? Je l'aimais, moi. Je l'aimais. Ouais, bien sûr, mais oui. Bon, alors... Vous êtes infirmier, n'est-ce pas? Elle aussi l'était. Moi, je suis commissaire. C'est pas plus facile, parfois. Si j'attrape un bout de fil, je dois le suivre jusqu'au bout. Écoutez-moi, Fernand Bonin, vous êtes légataire universel. Mais ça, je vous répète que ça m'est égal. Oui, mais nous pas. Écoutez-moi donc. En l'occurrence, d'après la loi, c'est Yvonne qui est censée avoir survécu à sa mère adoptive. Elle héritait donc tous ses biens. Il s'ensuit que vous héritez non seulement des biens d'Yvonne, qui lui venaient de son père, mais encore tout ce que possédait Madame Filter. Vous saisissez? D'abord, quand savez-vous que c'est Yvonne qui est morte la dernière? Pourquoi? Vous avez une idée là-dessus? Comment le voulez-vous? Je m'épuise à vous faire entendre qu'étant précisément dans l'incapacité de déterminer l'heure du premier ou du second décès, c'est la loi qui tranche. Dans la circonstance, c'est l'ordre naturel qui est admis. La plus jeune étant évidemment Yvonne, eh bien, elle est morte la dernière. Y êtes-vous? Oui. En somme, ça m'a plutôt l'air de vous intéresser que j'hérite ainsi des deux femmes. Évidemment, c'est un problème juridique qui... Ah non, alors là, permettez. Moi, je commence à comprendre, là. Oui, je commence. Vous y voyez plus clair? Oui, je crois qu'il vaut mieux. Non, parce que si je vous suis, d'après vous, du moment que j'hérite, alors, naturellement, il n'y a qu'un pas, et il est vite franchi. Ben allez, dites-le que c'est moi. Et bien sûr, c'est moi. C'est moi qui ai tué Yvonne. Oh. Où étiez-vous? Où étiez-vous, Fernand Bodin? Samedi, entre 5 et 7 heures du soir. Où j'étais... bien, ici, avec la petite. À quelle heure avez-vous quitté Yvonne? Vers 3h30. J'ai erré comme ça, sans but. Chaque fois qu'on se quittait, c'était comme ça. Je me sentais perdu. Je suis allé prendre mon train, puis je suis rentré directement. Quelqu'un pourra en témoigner? Oh, je crois pas, non, je n'ai vu personne. Ouais, mais c'est embêtant. Oh, ça, je pense bien que c'est embêtant. J'ai pas de témoin. Et j'hérite. C'est embêtant, n'est-ce pas? Et j'ai perdu Yvonne. C'est vraiment embêtant. Oui, encore un mot. Quels étaient vos rapports avec l'oncle d'Yvonne, le beau-frère de Madame Filter? Ah, le vieux. Pour tout vous dire, je l'aimais pas beaucoup, ce bonhomme. Oui, il n'approuvait pas vos relations avec Yvonne. Mais il n'avait pas à approuver. Il avait rien à dire, le bonhomme. Même s'il se disputait avec elle. Vraiment? Il se disputait? Oui, il n'y a pas bien longtemps encore. Yvonne m'avait raconté, il venait de se mettre à table, tous les trois. Puis aussitôt, il a commencé. Il a commencé sur quoi? Elle était en retard. Et il l'admettait pas. Il fallait qu'elle suive ses prescriptions. Qu'elle cède, quoi. Qu'elle cède, comme il disait. Sinon, il la briserait. Ah, et sa mère n'intervenait pas? Oh, elle essayait, timidement. Mais l'autre la dominait. À ce point, d'ailleurs, que ce jour-là, elle a préféré s'en aller. Enfin, quitter la table. Oui, elle laissait Yvonne se défendre seule. Oh, ça, mais Yvonne était solide. Et c'est bien ce qui mettait le thé hors de lui. Ah, parce que les choses en étaient venues là. Oui. D'autant plus que cette fois-là, il m'avait mis sur le tapis. Alors, il ne pouvait pas supporter l'idée de nous voir ensemble. Nos sentiments... Il se plaçait sur le plan moral. Oh, allez chercher. En tout cas, comme elle avait dû lui avouer qu'elle continuait à me retrouver, il avait prétendu qu'il parviendrait bien à la faire rompre. Nous faire rompre. Alors c'est là qu'elle lui a lâché le coup du testament. Et comment a-t-il pris la chose? Il en a brisé une assiette. Tel était effectivement mon but, monsieur le commissaire. Obtenir de cette petite malheureuse qu'elle rompe avec ce médiocre freluquet. En somme, elle refusait. Oh, c'est qu'elle allait parfois jusqu'à l'insolence. Elle vous a défié, peut-être. C'est un bien grand mot. Mais elle me tenait tête, c'est un fait. C'est à ce moment d'ailleurs qu'elle m'a lancé à la tête cette histoire d'acte, de testament. Je lui ai représenté qu'elle n'avait pratiquement rien. Elle affirmait que peu lui importait, que le peu qu'elle avait irait à ce garçon. Mais cela, bien sûr, a dû vous exaspérer. Je l'ai simplement prié de quitter la pièce, de me laisser seul. Aussi calmement que cela? Oui.
Oui, je vois que cet individu vous a rapporté les faits à sa manière, monsieur le commissaire. Il ne diffère que sur un ou deux points, monsieur Barladoc. Oh, mon Dieu, je veux bien l'admettre. Mais je n'en doutais pas, cher monsieur. Mais Yvonne m'avait mis ce jour-là hors de mes gonds. Seriez-vous allé jusqu'à la violence? Oh, toute verbale, bien entendu. Porcelaine exclue? Oui. Oui, eh bien, c'est exact. J'ai brisé une assiette. Sur la table. Sur la table. Tout en restant entièrement maître de moi. Je vous prie de le croire. Je pense, monsieur Barladoc, qu'il est inutile de souligner l'importance de cette relative maîtrise. Mais monsieur, j'ai estimé de mon devoir d'agir ainsi, en lieu et place de mon beau-frère disparu. Je n'ai rien fait qu'il n'eût fait lui-même. Je ne me reproche rien. Expliquez-vous. Je n'ai cessé de mettre Yvonne en garde contre un individu qui lui faisait sans doute 1000 promesses, mais qui, d'après les renseignements que j'avais pu obtenir, n'aurait jamais été à même de les tenir. J'étais certain que tout ceci se retournerait contre elle, à un certain moment de sa vie, très grave pour elle. Elle était irrémédiablement perdue si je n'intervenais pas. Hélas, je ne pensais pas que quelques jours plus tard... Voilà. C'est tout simple, je n'ai rien à me reprocher. Votre intervention a-t-elle été suivie d'un résultat? Car vous avez, je suppose, demandé à Yvonne... Oui, je comprends. Oui, de rompre. Oui. Dans ce sens, non. Je ne crois pas qu'elle m'aurait suivi. Mais par conséquent, il ne semble pas qu'il ait pu se créer quelques tensions entre Yvonne et Fernand. Et qu'à la suite de votre conversation, il ait pu se faire, par exemple, un certain changement dans leur relation. Oui, c'est que si ce fait était intervenu, remarquez qu'il serait peut-être important d'enquêter de ce côté-là. Nous allons suivre votre conseil, bien entendu, d'autant plus que cela nous regarde. Oh, certes, Ouais. certes. En conclusion, il régnait une certaine dissension. Et on le saurait peut-être à la clinique. Pardon, cher monsieur, entre Yvonne et vous. Hein? Entre... Oui, pas seulement entre Yvonne et vous, mais également entre Suzanne et vous. Elle n'était pas d'accord sur votre méthode d'intervention dans ces affaires sentimentales. Je ne voudrais pas, monsieur le commissaire, que vous ayez une impression. Non, mais ça, rassurez-vous, aucune. Je ne me base pas sur des impressions, mais sur certains faits. C'est-à-dire, en voici un. Vous me parliez de promesses du dénommé Bodin. Et Yvonne s'imaginait qu'il allait l'épouser. Elle croyait fermement qu'il divorcerait. Mais elle s'imaginait, elle croyait. Il y aurait eu réellement promesse de Fernand? Oh, absolument, ça s'est avéré. Hein? Non, pas eu cette impression, c'est curieux. Hein? Mais remarquez, nous différons peut-être sur la base de nos impressions. Ah, ça c'est possible. Nous l'avons vu, Fernand Bodin. Ah? Vous l'avez vu? Oui, nous avons trouvé un garçon ému, naturellement, très ému. Ah, bah oui, évidemment. Non, mais moi, je vous assure qu'il s'agissait d'un garçon sincère. Et à vrai dire, surtout abasourdi. C'est le moins qu'il pouvait être. Non, je veux dire, en apprenant qu'il héritait toute cette fortune. Il le savait fort bien. Là, je vous arrête. Il savait fort bien qu'il héritait à la fois toute la fortune de la mère et de la fille. C'est ça que vous voulez dire? Comment de la mère et de la fille? Non, mais il savait fort bien qu'Yvonne avait fait... Mais un testament en sa faveur. Bon, nous savons qu'il le savait. C'est ça même, oui, il le savait. Mais oui, mais de la mère. Vous savez pas qu'il héritait aussi de la mère? Vous pouvez pas le savoir qu'il héritait aussi la fortune de Suzanne Filter, voyons. Non, écoutez, monsieur le commissaire, je crois qu'il y a une certaine confusion dans votre esprit. Qu'il a été institué légataire universel par Yvonne, soit. Mais évidemment pas par ma belle-sœur, voyons. Mais peu importe, mon cher monsieur Barladoc. Alors que voulez-vous dire? Mais vous paraissez ignorer, comme Fernand Bodin l'ignorait lui-même d'ailleurs, que dès lors qu'aucune preuve n'est apportée sur le moment du décès de l'une ou l'autre de ces victimes de même sexe, a priori, c'est la mère qui est morte d'abord. Quoi? Eh oui, la loi Dixit. Comment? Non, mais comment? C'est... Oh, ça, c'est incroyable. C'est la loi. Alors cet homme, cet infirmier, hériterait non seulement les biens d'Yvonne, mais aussi les parts de Suzanne? Bon, mais rendez-vous compte, la moitié de l'usine? Jusqu'ici, il en est ainsi, mon cher monsieur. Bah, c'est inouï, voyons. Oui, mais je vous répète, c'est la loi. Tant que nous ne découvrons pas un indice quelconque susceptible de nous éclairer sur la chronologie de ces meurtres... Bon. Alors, puisqu'il en est ainsi, monsieur le commissaire, ma décision est prise. Irrévocablement. De quelle décision parlez-vous? De celle qui s'impose à moi. Laquelle? Eh bien, je compte fermement demander l'annulation du testament d'Yvonne. Ah, voilà du nouveau. Et sur quels arguments vous fonderez-vous? Mais sur la relation des faits patents.
Alors, ouais. J'avais déjà consulté. Oui, je dispose d'une enquête de police antérieure. Je compte bien m'en servir. Mais c'est votre droit. Et au cas où quelques faits vous apparaîtraient, monsieur Barladoc, n'hésitez pas à m'avertir. Il manquerait pas. Dites-moi, voyez-vous un inconvénient à ce que j'avertisse le jeune homme de votre action imminente? Oh, certes non, au contraire. Oui, évidemment, s'il renonçait déjà... Si je le revoyais, moi, bien sûr. Vous désirez, monsieur? Monsieur Bodin, madame l'infirmière, Fernand Bodin. Fernand, c'est pour vous. S'il a une minute, naturellement. Oui. Qu'est-ce que... Ah, c'est vous, commissaire. Permettez. Je n'ai pas refusé. Bon, bien. À tout à l'heure, Fernand. Merci, madame l'infirmière. Vous voyez, je fais comme chez moi. Mais c'est qu'ici, justement, je n'y suis pas chez moi et je suis occupé. Mais ne vous dérangez surtout pas. Je peux très bien vous regarder faire et parler en même temps. J'aurais pu aller jusqu'au commissariat. Monsieur Bodin, je n'avais pas de raison de vous y convoquer. Et puis, je ne voulais pas vous troubler. Et ce laboratoire est si tranquille. Écoutez-moi, Fernand Bodin. J'ai tenu à vous revoir parce que je serai franc avec vous. Nous n'avançons pas. Pourtant, vous me courez bien après. Pour nous retrouver au même point. Vous pourriez peut-être changer de parcours. Je reconnais qu'aucun indice n'est venu étayer la thèse vous mettant en cause. J'en ai de la chance. Oui, mais corollairement, rien de précis ne vous innocente non plus. En conséquence, Logiquement, vous restez toujours le possible. c'est d'une rigueur. Toujours pas d'alibi valable, n'est-ce pas? Alors, pas d'insolence, Bodin. Ah, c'est ça. Allez, causons gentiment. Pourquoi pas? Mais oui, allez. Le cœur sur la table. Oh, écoutez, nous faisons ce que nous pouvons pour respecter votre douleur, mais après tout, nous travaillons aussi pour vous. Pour moi? Madame, vous êtes légataire universel, alors il est aussi de votre intérêt que nous trouvions qui a tué. Que je sache, vous n'avez pas renoncé à l'héritage. Ah, parce que selon vous, pour être innocent, il faudrait que... Rien d'autre qu'un coupable, c'est tout. Très bien. Alors, cherchons. Je préfère ainsi. Sachez donc que le rapport du médecin légiste est compatible avec la chronologie naturelle. Excusez-moi, je ne comprends pas. On a admis que Suzanne est morte d'un mort. Bon, le rapport signale des meurtrissures sur le visage de Suzanne, dues vraisemblablement, paraît-il, à la violence pour la faire taire. La main devant la bouche. Voilà. C'est ainsi que vous auriez fait. Il me semble, pour faire taire quelqu'un... Moi aussi. Après cela, la malheureuse aurait pu tenter de s'enfuir. Elle serait alors tombée malencontreusement. Vous devinez contre quoi? Je sais pas. Le coin du lit. C'est à cela qu'on pense en premier lieu, mais ça n'aurait pas été conforme au rapport du Toubib. Oui, oh, les journalistes aussi ont fait des hypothèses. Et bien entendu, vous lisez les journaux. Ah oui, oui. C'est aussi dans les journaux que j'ai su... Oh, ma pauvre Yvonne. Dites-moi, on prétend qu'Yvonne espérait toujours que vous divorceriez. Mais qui prétend ça, l'oncle? Mettons. Et qu'en savait-il, ce monsieur? Et Yvonne aurait pu le lui confier. C'est absurde. Yvonne et moi, nous nous étions expliqués. Et il était bien entendu qu'on attendrait... Qu'on attendrait quoi? Vous savez, ma femme est une grande malade. Bon, vous escomptiez... J'escomptais ne pas faire souffrir. Voilà. Il y a longtemps que cette conversation avait eu lieu? Avec Yvonne? Oui, à propos de votre femme. Pas très. Qu'est-ce qu'Yvonne en avait pensé? Elle n'en parle pas. Incidemment, vous avez rencontré certaines difficultés il y a peu de temps. Si vous le savez. Vous avez contracté une dette. Je voulais acheter une voiture. C'est pas très raisonnable. J'ai renoncé. Et l'argent? Dépensé. Oui. Et les difficultés? Je rembourse petit à petit. Peut-être pourrez-vous plus largement désormais. L'héritage. Oui, à ce sujet, je vais vous confier quelque chose que je n'ai pas tout à fait le droit de vous dire. Monsieur Barladoc a l'intention d'attaquer le testament d'Yvonne et de demander son annulation. Mais il le peut? C'est son droit. Et pourquoi? Mais il plaidera à l'immoralité de l'acte, contraire à l'ordre public. Ah, oui, bien sûr. Je suis marié. Oui, il a des chances, vous savez. Là, après ce que j'ai perdu, moi... Naturellement, je ne vous ai rien dit. Seulement, défendez-vous. Prenez un avocat, trouvez quelque chose. Oh là bas.
Ça ne serait jamais que pour l'embêter, ce bonhomme. Madame la concierge. Monsieur le commissaire? Monsieur Théo n'est pas sorti? Certainement pas. Il m'a prié chez lui. Oh, mais entrez donc, monsieur le commissaire. Oh, je suis si heureuse de vous voir, je voulais presque aller jusqu'à votre bureau. Oui, je sais bien que vous ne quittez pas votre loge, Madame Lurette. J'en dors plus, monsieur le commissaire. Allons, libérez-vous. Je vous ai menti, monsieur le commissaire. Pas possible. Bien sûr, ma loge, je ne la quitte jamais. Oui, mais ce samedi-là... A fait exprès, je vous l'assure. Oui. La pauvre collègue du 98. Et personne pour ses ventouses. Oh, je sais bien que vous savez tout. Ben, il faut bien, Madame Lurette. Il faut bien. J'avais confiance, alors j'ai vérifié. À mon âge. Je suis déshonoré. Alors, nous passons là-dessus. La vérité, c'est qu'il ne vous est pas possible d'affirmer que personne n'est passé devant la loge entre 3 et 5 heures le jour du crime. Ben non, bien sûr. Le reste du temps, vous avez vu passer tout le monde. Ah, ça, ma main au feu. Bon, alors, à quelle heure ce jour-là, Monsieur Théo, est-il parti prendre son train? Son train? Oui, son train pour Roubaix. Vous allez bien me retrouver ce renseignement. Je perds la mémoire. J'ose pas vous le promettre. Ouais, cherchez tout de même. Moi, je monte voir Monsieur Théo. Oh, merci d'être venu si vite, monsieur le commissaire, merci. Oh, je suis bouleversé, vous savez, bouleversé. De quoi s'agit-il? D'une communication téléphonique. Mais d'une communication tellement effarante. Je dois sans doute vous demander de qui? Ah, c'est incroyable. De l'assassin. Ah, ça en effet, c'est curieux. Enfin, c'est du moins ce qu'il prétendait être. Et la voix vous a paru? Oh, je l'ai pas reconnu. J'ai eu l'impression qu'on la déguisait. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agissait de l'assassin? Parce qu'il me l'a dit. Raison majeure. Ah, mais il me l'a dit. Il s'est d'abord assuré de mon identité. Et aussitôt, il a déclaré qu'il allait m'étonner. Mais que c'était lui qui avait tué. Oui. Eh bien, il n'y est pas allé par 4 chemins. Ah, ça, je vous assure. Je vous comprends. Mais dites-moi, vous n'avez pas eu l'idée d'une mystification macabre? Oui. Oh, sûr, on va penser. Je l'ai cru d'abord. J'ai raccroché. L'instant d'après, on a rappelé. En m'enjoignant brutalement de rester à l'écoute. L'interlocuteur a prétendu alors disposer d'une preuve qui, d'après les journaux, devait selon lui m'intéresser. C'est-à-dire? La preuve que ma sœur était morte la dernière. Pour le moins inattendu. Il m'a alors tenu tout un discours où j'ai démêlé qu'il n'aurait pas voulu tuer ma sœur, qu'elle serait tombée alors qu'il voulait l'empêcher de crier et qu'elle lui échappait. Oui, plausible. Nous l'avons pensé, mais cette preuve... Eh bien, il aurait en sa possession un papier sur lequel, tandis qu'il enfonçait la porte, Suzanne aurait écrit fébrilement un mot. Ouais. Il vous l'a lu, ce mot? Oui, précisément. Il disait « X est en train d'enfoncer la porte ». X, ce sera lui, naturellement. Il y a le nom, exactement, mais il le supprimerait. D'enfoncer la porte. Il vient de tuer Yvonne. Et dans un instant, peut-être... Voilà. Ce serait tout. Oui, mais un tout miraculeux. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est votre sœur qui... L'écriture, d'après lui. Alors, qu'espère-t-il? Que cela m'intéresserait. Que cela me permettrait d'hériter. Il tient le papier à ma disposition. Oui, il a eu l'audace de se livrer à... Oui, chantage classique. Combien veut-il? 2 millions. Regarde ce qui vous reviendra, le jeu me paraît bien gros. Mais d'après vous, l'appel provenait? Oh, d'une cabine publique, j'ai entendu le jeton. La voix, disiez-vous? Mal définir, comme un peu forcé. Oui, quelques procédés pour dérouter. Et à supposer, comment lui remettriez-vous la somme? Il s'agirait de me rendre au bois de Vincennes, en un endroit qu'il m'a indiqué. Oui, ça serait pour quand? Demain soir, à 7 heures. Oui, à la tombée de la nuit. Un choix pour lui, mais pas pour nous. Hein? Parce que... à cette heure-là, ça ne sera pas facile de vous protéger. Il y a un gros risque. Ah, c'est un moyen inespéré de le capturer. Et vous seriez prêt à l'aventure? Au point où j'en suis? Non, pas parce que ce papier est miraculeux, vous savez. Vous n'y croyez pas? Nous tiendrons un maître chanteur, mais 2 millions, c'est pas le chiffre de l'assassin. Ah, pourtant j'ai failli les donner sans vous prévenir. Vous auriez eu tort. Je voudrais tant... Vous avez l'impression que votre sœur aurait eu cette présence d'esprit? Peut-être, je me rends pas compte. Bon, si vous êtes décidé, apportez-nous les billets demain, et puis on dressera un petit plan. C'est pas que nous ayons l'intention de le rater, mais on numérotera par précaution. Oui, j'entends bien. Mais avant de me retirer, M. Baladoc,
Dans le rapport de mon inspecteur, il doit s'être glissé une petite erreur. Je vous en prie. Voyons, vous avez bien couché à Roubaix, le samedi du drame. Oui, au Grand Relais. Oui, c'est ça même. Mais alors, comment se fait-il que l'on ne vous ait vu que vers 20h30 ? Je ne m'y suis présenté en effet que dans la soirée. Vous disiez avoir pris à la gare du Nord. Oui, le train de 13h09. Ah oui, mais c'est que il arrive à 16h23, à Roubaix, le train de 13h09. Oui, mais je ne portais qu'une petite valise, alors il faisait beau ce jour-là. Oui, vous êtes détendu. Oui, mais ça je comprends. Quand on pense qu'à la même heure. Ah, hélas. Bon. Eh ben, je vous remercie, monsieur Barladoc. À demain matin, 10h30. Clément, les faites pas se rencontrer. Quand Théo arrivera, allez relever les billes avec lui dans la petite pièce. Attendez, monsieur le commissaire. Bon, alors, amenez-moi le Fernand. Par ici. Monsieur Bodin. Commissaire. Vous n'avez rien à me dire, monsieur Bodin? Si. Que je n'aime pas beaucoup. Que l'on vienne vous chercher en voiture, je sais. Préférez marcher. Mais il me fallait faire vite. Et j'ai pas le temps de discuter, voilà. La dernière fois, rappelez-vous mes paroles, je vous invitais à vous défendre. Vous vous souvenez? Tout à fait bien. Et j'avais ajouté trouver quelque chose. Ça signifiait qu'il vous fallait découvrir au fond de vous-même ce quelque chose. Vous me suivez? Bien entendu. Il s'agissait de cela et non de tout autre projet. Un projet, comment dirais-je, anormal. Nous sommes bien d'accord. J'avais compris. Bon, alors je vous répète, n'avez-vous rien à me dire? Je sais pas de quoi vous parlez. Réfléchissez bien, Fernand Bodin. Connaissez la formule. Demain, il sera trop tard. Demain, pour moi, vous savez... Bodin, les événements vont vite. Aujourd'hui, ce soir, d'autres faits peuvent intervenir. Vous vous trouverez liés, peut-être. Mais bonsoir, enfin, me croyez-vous donc encore coupable? Inter sa demi-faute, l'innocent fait un coupable. Vous décidez-vous? Allez, voyons, il faut y aller, Fernand. Je comprends pas à quoi vous pensez. Bon, je vais vous aider une fois de plus. Samedi 26, vous n'avez pas accompagné Yvonne Clermois-Filter chez elle, comme vous me l'avez prétendu? Ah ben je vous jure bien que si, par exemple. Bon, j'ai le rapport sous les yeux. Plus exactement, vous l'avez raccompagnée, mais avant le déjeuner, et non après. Car votre tour de garde à tous deux comprenait le déjeuner à la cantine, et vous n'avez pas profité de ce déjeuner. Exact? Très bien. Alors, j'avoue. Vous? Oui, C'est-à-dire? j'étais là. Traduction? J'ai en effet raccompagné Yvonne au 16 de la rue Mony, vers 12h45. Je suis allé ensuite avaler un sandwich, et après ça, j'y suis retourné. Vous êtes retourné chez les Filter? Parfaitement. Yvonne m'attendait, elle m'a ouvert. J'ai filé dans la chambre. Dites-moi, Clément, vous avez pris le numéro des billets? C'est fait, monsieur le commissaire. Eh oui, on ne sait jamais. Vous y croyez, vous, à cette histoire de téléphone à Barladoc? On ne sait jamais, monsieur le commissaire. Ça, un point pour vous, Clément. En tout cas, nous serons sur les lieux et nous verrons bien. Et si nous l'attrapons, celui-là? Un suspect de plus, Clément. Et si le billet est authentique? Il désigne le temps, le billet, mais non l'auteur du meurtre. Il les avait au téléphone. Oh, bien spontané. D'après vous, comment s'y prendra-t-il, ce mystérieux téléphoniste? Eh bien, le paquet de coupures d'une main, de l'autre, il prend le papier. Et la serviette? Il se débrouillera, par terre. Oui. Ah, seulement, comment verra-t-il que c'est bien l'écriture de sa sœur? Ah, vous les voyez encore, vous, Clément, à 7 heures du soir, en cette saison? Ah, Père Fourfoyon, il n'en aurait pas le temps. Alors, il compte sur nous. En tout cas, s'il existe, il n'aura pas payé trop cher, ce papier. Et le fait nouveau, Fernand Bodin, c'est ce papier, quelle que soit la façon dont il nous est parvenu. Mais il me met hors de cause, ce papier. Et pourquoi cela? Enfin, c'est l'oncle qui hérite, désormais. Et alors? On vous a tellement désintéressé? Oui, quand ça sert l'enquête. Oui, vous allez m'obliger à tout vous dire.
J'énumère. 1, vous étiez là, après avoir dit le contraire, ce qui fait 2. Et 3 et 4, dans la chambre d'Yvonne, dont vous étiez l'amant. Et qui plus est, entre 3 et 4 heures, affirmez-vous. Or, rien n'empêche qu'elle ait précisément été tuée dans ce laps de temps. Enfin, le papier nous révèle qu'elle y est passée réellement la première. Ce qui nous met à 6. Suzanne n'ayant succombé que par accident. Et tout ça pour rien. Rien d'apparent, de matériel. Pas le moins de bijoux, plus petit objet dérobé. Ah non, convenez que nous avons là réuni bien des éléments pour accabler un malheureux petit amant. Je dis bien un amant. Mais encore une fois, je ne suis resté qu'une heure. Et pour bavarder seulement. Madame Filter, pendant ce temps-là. Dans sa chambre. Oui, aveugle ou complaisante? Elle était au courant. Précisément. Et l'oncle, alors? L'oncle? Il était parti après le déjeuner. Il devait se rendre à Roubaix. Portait une valise? Je sais pas, je l'ai pas vu passer. Vous étiez déjà parti? Oui. Non, je n'étais pas encore revenu. Et quand vous êtes revenu, à quelle heure déjà? Je vous l'ai dit. Vous le répéterez. À 3 heures. Oui, 3 heures, c'est ça. La concierge, vous a rien demandé? Je l'avais vu sortir. Et vous êtes reparti? À 4 heures. Voilà. Et dans la loge, à cette heure-là? J'ai vu personne. Oui. Bon, bravo. Un bon point pour vous, Bodin. Effectivement, la concierge s'était absentée. Mais pourquoi diable ne pas m'avoir dit ça avant? Mais parce que vous m'auriez soupçonné comme vous le faites maintenant. Il y avait toutes les chances pour qu'on me croie coupable si on m'avait su là. Oui, vous avez préféré mentir sur toute la ligne. Ce qui ne vous disculpe pas. Parce que j'y pense, la scène que vous m'avez racontée. Oh, j'ai plus de raison de me taire. Entre l'oncle et le reste de la famille. Avec l'assiette, oui. Eh bien. Elle s'est bien passée ce jour-là. Elle s'est bien passée ce jour-là? Je pouvais pas vous le dire. Voyons, allez, entrez donc là, attendez. Quand vous êtes sorti, vous n'avez rencontré personne? J'ai aperçu quelqu'un qui passait par le service. Enfin, je l'ai à peine vu, j'ai entendu son pas. Est-ce quelqu'un, selon vous, aurait-il pu être l'oncle? Ça, pour l'affirmer. Oui, bon, allez-y. Clément. Oui? Barladoc. Il va revenir. Bon. Mais l'infirmière est là. Bien. Vous avez des résultats? Oui, monsieur le commissaire. Concluants? Plus. Parfait. Envoyez l'infirmière. Madame. Monsieur le commissaire. Madame, dites-moi s'il vous plaît. Vous répartissez votre personnel en brigade à la clinique des Roses? Parfaitement, monsieur le commissaire, en brigade. Et ces brigades prennent des gardes dont, je suppose, la durée varie? Certes, suivant les besoins. Oui, j'avais bien compris. Yvonne Clermont-Filter assure un service habituel le matin, l'après-midi ou le soir. Et quelquefois la nuit. Exactement. Elle vous avait demandé de faire partie d'une brigade particulière, m'avez-vous dit? Oui, c'est cela, tous les 2 jours. Ce service lui aurait permis de démarrer le lundi, le mercredi et le vendredi, à 10 heures du matin. Oui, ainsi, elle se serait retrouvée avec le service homme. Oui. Bon. Alors, question très importante. Yvonne n'avait jamais assuré un tel service? Absolument jamais. Attention. J'insiste, madame la surveillante. Vous êtes certaine de ce jamais? Évidemment. Nous avons créé cette brigade parce que le service des étuves s'était agrandi. Enfin, ce serait trop long d'entrer dans les détails. Mais le service n'existait pas jusqu'au samedi en question. Oui, par conséquent, et par la force des choses, Yvonne ne l'avait jamais pris. Elle n'en avait même pas connaissance. Comment ça? C'est-à-dire tel que je l'avais moi-même défini en tout dernier lieu. Et il n'y avait que vous qui pouviez être au courant? Forcément, c'est moi qui venais de l'élaborer. Et vous ne l'aviez communiqué à personne? Pas encore. Voici qui est clair. Nous en arrivons donc au samedi 26. Eh bien, ce samedi-là, vers 16h30, comme j'avais pu inscrire Yvonne dans cette brigade dont elle voulait en faire partie, je lui ai téléphoné pour l'avertir qu'elle aurait à prendre son poste dès le lundi matin à 10h. Bien. Alors, que s'est-il passé? C'est une voix d'homme qui m'a répondu. Yvonne n'était pas là, m'a-t-il dit. Il lui ferait part de ma communication. Il m'a semblé... Oui? Mais il m'a semblé que cette voix n'était pas très naturelle, quoi. Tiens, j'insiste encore là-dessus, chère madame. Êtes-vous bien certaine de l'heure? Oh, formellement, 16h30, peut-être 16h28. Ça, je peux l'affirmer parce que ma collègue arrivait pour me relever. C'est en m'en allant que j'ai appelé. Il était réellement 16h28, 29 ou 30, quoi, mais pas plus. Bon, eh bien, je vous remercie, madame la surveillante. Si vous voulez bien. Par ici, madame. Clément. Monsieur le commissaire? Faites entrer monsieur Théophile Barladoc. Tout de suite. Hein? Quelle équipe est, monsieur Théophile Barladoc? Monsieur le commissaire,
Mais que vous ayez laissé échapper cet homme... Rassurez-vous. Quoi, vous l'auriez... Attrapé? Ah non, non. Non, mais c'est le moins important. Oh, bah, tout de même. Vos 2 millions ne sont pas perdus. Oui, mais s'il n'y avait que ça... Non plus que notre temps. Hein, c'est-à-dire? Enfin, c'est-à-dire, pas tout à fait. L'expertise est concluante, cher monsieur. Dans quel sens? Le vôtre, qui vous avantage. Le billet est bien de la main de Suzanne Filter. Oh, pauvre Suzanne. Ainsi, il ne m'a pas menti. Un honnête homme, en somme. Nous le savions, d'ailleurs. Merci, j'ai payé pour... Non, mais moi, je parle du crime. Il est passionnel. Ah, vous pensez tout de même au jeune homme? Mais la passion n'est pas qu'amour, monsieur. La colère aux yeux fermés naît aussi de la jalousie, de la haine, de tout autre sentiment capable de pousser un être à l'acte aveugle et quasi démentiel. Tel fut l'acte de l'assassin, sans aucun doute. Meurtrier, mais honnête. Le voyez-vous, Barladoc? Pardon? Non, je ne pensais qu'au résultat. Vous espérez tout de même l'atteindre? Oh, je ne pense pas qu'il courra bien loin désormais. Tant mieux. Je désirerais d'ailleurs éclaircir avec vous 1 ou 2 petits points. Mais je vous en prie. Quoique vous savez, j'étais tellement troublé. Puis il faisait si sombre dans ce bois. Cet homme, je l'ai pas très bien vu. Peu importe. Quelques-uns d'entre nous en ont une vague idée. Ah, vous croyez? Oui, nous avons plus d'un regard, vous savez. Oh, bien sûr. En fait, dans l'immédiat, il ne s'agit pas de ça. Ah non? Non, nous allons faire machine en arrière, si vous permettez, et nous reporter à ce terrible samedi. Oui? Voyons, la journée, tout d'abord. Le matin. Voyons, attendez. Bon, déjeuner... Oui, vous avez déjeuné au 16 de la rue Mony. Oui, très rapidement. Seul? Oh, presque. Enfin, Suzanne, Yvonne, comme d'habitude. Yvonne était là. Non. Oh, qu'est-ce que je dis? Mais Yvonne, bien sûr que non. Son service, vous le savez. Oui, elle avait pris son service à 10 heures. Non, ce matin-là, très bonne heure. Ah, c'est exact. Oui, ça n'était que le lundi, le mercredi et le... Oui, enfin, tous les 2 jours. Oui, tous les 2 jours. Bien. Donc, Yvonne n'était pas là. Ah non, je vous l'ai dit déjà. Alors, cette scène que vous m'avez décrite l'autre jour... Une scène? Oui, au cours de laquelle vous avez, je crois... oui, c'est ça. Briser une assiette. Oh, mais elle a eu lieu quelques jours auparavant. 2 jours environ, oui. 2 jours. Ah oui? Oui. Eh ben, c'est que tout cela est tout à fait ennuyeux. Je ne saisis pas. Parce que, n'est-ce pas... Voici 2 points où vous ne semblez pas tomber d'accord, monsieur Barladoc, avec les faits réels. Comment, monsieur le commissaire? Vous m'étonnez? Vous allez voir. Clément. Monsieur le commissaire. Le témoin femme. Tout de suite, monsieur le commissaire. Vous allez voir. Madame, veuillez vous asseoir, je vous prie. Cette dame, monsieur Barladoc, était le chef de service d'Yvonne. Madame? Monsieur. Vous m'avez bien dit, monsieur Barladoc, qu'Yvonne, le détail vous semblera anodin, qu'Yvonne devait prendre son service à 10 heures du matin, le lundi. Oui, je crois. Et comment le savez-vous? Comment je le sais? Elle me l'avait dit. Madame? Monsieur le commissaire, elle ne le savait pas. Comment me... Mais pourtant, je vous assure qu'Yvonne m'a affirmé... Ce service n'existait pas, monsieur. Je lui ai téléphoné qu'elle le prendrait pour la première fois. Ah, vous voyez, monsieur le commissaire, elle lui avait téléphoné. Quand lui avez-vous téléphoné, madame? Samedi 26 à 16h28. Qui avez-vous eu à l'appareil? Un homme. Je vous remercie, madame, si vous voulez bien. Et monsieur le commissaire, je vous en prie. Clément. Monsieur le commissaire. L'homme. Tout de suite. Comment vous allez me confronter avec cet individu? Dites donc! Silence tous deux. Monsieur Bodin, samedi 26, jusqu'où avez-vous raccompagné Yvonne? Jusqu'au 16 de la rue Mony, monsieur le commissaire. À quelle heure? Il était 12h45. C'est faux! C'est absolument faux! Bon, je le note, monsieur Barladoc. Enfin, monsieur le commissaire... C'est noté! Ah. Ensuite, Bodin. Je suis revenu vers 3h. Chez les Filter? Oui. Crapule! Taisez-vous! Barladoc, taisez-vous! Cet homme, intervenu dans ma vie.
reprenez vos esprits et écoutez-moi et tâchez de répondre. Interrogé. Vous vous souvenez de la scène dont nous parlions tout à l'heure, entre Suzanne, Yvonne et vous? Oui. Tel que Fernand me l'a raconté, tel vous me l'avez confirmé. Oui. Alors je vous pose la question. Comment avez-vous pu admettre que Fernand ait eu connaissance de cette scène sans aussitôt le désigner comme étant l'assassin? Pourquoi mais il n'y avait aucune raison. Je pensais qu'Yvonne le lui avait dit. Bah oui, mais c'est bien pour cela. Fernand Bodin, voulez-vous, d'après vous, nous fixer la date exacte et l'heure de cette scène? Le samedi, jour du crime, vers 13h. Que ça me soit complètement inventé. Ça s'est passé 2 jours avant. 2 jours, oui, 2 jours. 2 jours, parfaitement 2 jours. N'écoutez pas cet inventeur. Yvonne me l'a raconté dès que je suis revenu ce jour-là, mais ce jour-là. Ça, je vais vous apprendre alors. Mais restez où vous êtes par là. Voyou. Salaud. Alors, silence. Assez, messieurs, assez. C'est fini? Oui. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est fini, bon. Enfin quoi? Ou je mens ou je dis la vérité. Pas d'autre alternative, oui, pas d'autre alternative. Et s'il dit vrai, c'est qu'il était présent entre l'heure du déjeuner et celle du crime. Et puisqu'il ment, Yvonne avait pu la veille. Bon, alors si je mens, bonsoir, je suis l'assassin, moi. Ah, je dis pas ça. Mais non, il dit pas cela, Fernand. Parce que si vous étiez l'assassin, vous ne m'auriez pas raconté la chose spontanément. Il ne dit pas ça parce que, sachant que vous l'aviez raconté, même comme étant survenu antérieurement, il s'est eu cependant sur votre présence. Et il ne dit pas ça non plus parce qu'il a eu hier devant lui l'assassin. Eh oui, pour 2 millions. Pour 2 millions. N'est-ce pas, monsieur Barladoc? Je sais pas, moi, je sais plus rien. Allô, oui? Oui, parfait, merci. Il ne dit pas ça, enfin, parce que cette fois, nous le tenons. Eh, comment? Vous l'avez? Il est déjà entre nos murs. Oh, c'est pas possible. Tenez, voici Clément, porteur de vos coupures. Vos millions, monsieur Barladoc. Vous avez réussi? Et je ne me trompe pas. Ces 2 serviettes m'appartiennent. Une avait disparu. Oui. Et bien la voici reparue. C'est pratique pour un simple changement de main. Identiques toutes les 2. L'une pour les millions, l'autre pour le billet de la pauvre Suzanne, qui écrivait si fébrilement son message que les lettres se sont inscrites en creux sur quelques feuillets du bloc tombés derrière le lit, et ainsi dissimulés au regard du meurtrier. Le coin déchiré, malgré tout retrouvé. Lisez, Fernand, lisez. Théo est en train d'enfoncer la porte. Vous reconnaissez l'écriture, monsieur Théo Barladoc, sur votre billet pour les assises. Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Avec son roman « La mort au cœur », publié chez De Noël, Louis C. Thomas, qui obtint en 1957 le prix du Quai des Orfèvres, poursuit avec bonheur sa carrière. Le propre de Louis Thomas n'est point la brutalité, mais de créer et d'entretenir une étouffante atmosphère de suspense. Pris au hasard des rencontres quotidiennes, ces personnages guettés par le destin tombent dans d'épouvantables pièges dont bien peu parviennent à s'échapper. La mort au cœur a pour cadre la ville de Melun et pour protagoniste le directeur d'une agence immobilière, Étienne Sanvic, brute, alcoolique et meurtrière. Sa femme, la triste et sensible Hélène, est la maîtresse de Marc Legrand, le principal employé de l'agence. Un soir, elle ne vient pas au rendez-vous habituel. Plus ivre et plus brutal que jamais, Sanvic a failli la tuer en lui lançant à la tête un lourd cendrier. Devant une telle menace, l'idée de supprimer Sanvic s'impose aux amants terrifiés qui voient en ce forfait l'excuse d'une légitime défense. Mais supprimer un être sans s'être assuré d'abord de l'impunité serait une entreprise dangereuse. Pourtant, avec la complicité d'Hélène et l'aide involontaire d'un médecin qui est en même temps son meilleur camarade, Marc Legrand réussit à commettre le crime parfait. Tellement parfait que la police, après une enquête serrée, admet que Sanvic, à la lecture d'une lettre d'adieu de sa femme, s'est suicidé.
Mais le soulagement des coupables est de courte durée. Voilà que les incidents surgissent. D'abord un frère de Savic qui, prétendant reprendre l'agence, vient faire du scandale et crie à l'assassinat. Et puis surtout, des lettres anonymes commencent à pleuvoir et atteignent tantôt Marc et tantôt Hélène. Leur rythme s'accélère et leurs brèves accusations se précisent. Qui les envoie? La déplaisante secrétaire de l'agence qui était par intermittence la maîtresse de Savic. La logeuse de Marc, une vieille dame de petite aristocratie et très âpre au gain. La femme du médecin, amie de Marc Legrand, qui se croit une incomprise et qui, jalousant Hélène, poursuit Marc de ses assiduités. D'où qu'elles viennent, les lettres démoralisent puis affolent les coupables et précipitent un dénouement dramatique pour lequel le mot « inattendu » serait bien faible. Roman policier au premier chef, mais aussi roman psychologique et roman d'angoisse, La mort au cœur par Louis C. Thomas est publié aux éditions de Noël dans la collection Crime Club. Roger Régent vous parle du dernier film qu'il a vu. Laquelle des trois vérités sortant du puits faut-il considérer comme la vérité? Telle est la question que Jean-Jacques Gaultier a laissée à demi pendante dans son roman Le Puits aux trois vérités. Dans le film que François Villiers a tiré du livre, les choses sont très explicitement dites. Aucun doute à la fin pour le spectateur qui ne peut plus ignorer comment est morte la jeune Danielle Piège. Car si le mystère policier dans ce film n'est pas l'essentiel du drame, il en est un ressort important. Dès la première scène, un cri de femme déchire l'écran et nous voyons un homme sortant de la maison et s'éloignant dans une rue sombre. Nous apprenons aussitôt que la jeune madame Danielle Piège a été trouvée morte chez elle et que l'homme aperçu dans la rue est son mari. Voici donc le mécanisme de l'enquête déclenchée. L'originalité du sujet de Jean-Jacques Gaultier est que nous allons suivre cette enquête à travers trois récits qui vont se compléter, se superposer, parfois se contredire. À nous, et au commissaire, de trier le vrai du faux et de dénouer les fils que chacun entremêle selon son optique personnelle et le mécanisme de sa pensée. C'est un peu, si l'on veut, le procédé de Rashomon et le thème de chacun sa vérité, mais sans l'ambiguïté pirandellienne. François Villiers a très habilement conduit le récit. L'enchevêtrement des trois actions parallèles, ou plutôt des trois versions, car l'unité d'action est respectée. Cet enchevêtrement reste toujours clair et l'on passe du présent au révolu avec souplesse et beaucoup de facilité. C'est du beau travail de construction. Les interprètes sont excellents. Michel Morgan d'abord, qui joue le rôle d'une mère tour à tour éplorée et amoureuse, rôle difficile, dont notre vedette numéro 1 se tire avec un brio exceptionnel. Jean-Claude Brialy joue un peu les Anthony Perkins, mais c'est le personnage lui-même qui l'y pousse. Il n'y a que des compliments à lui adresser. Excellente aussi Catherine Spack, qui a du charme et qui offre au cinéma un visage que la caméra n'a pas encore usé sur toutes ses faces et tous ses profils. Enfin, dans le rôle du commissaire, l'excellent Michel Etcheverry. Quelques jours plus tôt, je l'avais vu incarner merveilleusement l'Anne Vercors de Claudel dans la remarquable représentation de l'annonce faite à Marie que l'on donne actuellement au Théâtre de l'Œuvre. Quelle étrange sensation que de retrouver le père de Violaine sous les traits d'un commissaire de la PJ, émule et ami de Maigret. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Billet pour les assises, un film radiophonique de Guy Rother, d'après le roman de Jean Matisse et Guy Rother, avec Marcel André dans le rôle du commissaire, Georges Chamara de la Comédie Française dans le rôle de Théo Barladoc et Robert Marcy dans le rôle de Fernand. Et Jean Bollot, Geneviève Morel, Jacques Berger et Sylvie Degnaud. Bruitage, Jean Berriac. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Réalisation, Pierre Billard.